s'intéresse ce soir aux habitudes alimentaires des populations. Mangent-elles équilibrées et sainement? On le saura dans cette édition. À partir du 21 juillet 2017, la Côte d'Ivoire abritera les Jeux de la francophonie. Une délégation du comité international de l'événement est en visite à Abidjan en vue d'apprécier les préparatifs. Difficile consensus au Vatican autour des questions relatives aux différentes situations familiales. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h30. Pour commencer en images, le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan. Le chef de l'État était ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a assisté à la cérémonie marquant le 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À ses côtés, les chefs d'État et de gouvernement membres de l'institution sous-régionale. Une célébration qui s'articulait autour du thème « Lui et moi, 20 ans, les voies d'un développement solidaire ». Créée le 10 janvier 1994, l'institution sous-régionale regroupe 8 pays ayant en partage l'usage du franc CFA, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'on a coutume de l'entendre, la santé se trouve avant tout dans notre assiette. Manger équilibré et varié, les populations suivent-elles ce credo? Ont-elles par exemple le réflexe d'associer des fruits à leur repas? La rédaction a mené sa petite enquête, son constat dans ce reportage signé Christelle Nda et Koné Pargassoro. J'aime beaucoup les grillades et puis les sauces aussi. Moi je garde parce que c'est moins cher et puis bon, ça rassasie. Les fruits ça dépend. Depuis mon jeune âge, je ne suis pas de régime. Mais je contrôle les repas. Et puis je prends beaucoup de fruits. Attiéké poisson, garba ou encore frites au poulet sont autant de mets prisés par les Ivoiriens. Mais rares, ceux qui, après le repas, associent des fruits. Consommer suffisamment de fruits et de légumes permet de bloquer le vieillissement prématuré accéléré de l'organisme. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. Vous avez par exemple les protéines, par exemple, vous pouvez avoir un peu de poisson ou un peu de poulet ou un peu de viande rouge de temps à autre. Encore un peu de riz ou un peu d'attiéké, suffisamment de légumes, riches en sels minéraux, en oligo-éléments, en vitamines, en fibres alimentaires. Donc si vous avez ça dans votre repas, c'est quand même bien pour équilibrer l'alimentation par exemple. Bien manger, c'est aussi limiter la consommation de produits sucrés, salés et gras. Celui qui enfreint ces lois s'expose à plusieurs maladies. Nous aidons plusieurs personnes ici qui viennent nous voir, qui souffrent d'un excès d'acide urique, c'est-à-dire de gouttes, qui viennent nous voir par rapport à des problèmes d'hypercholestérolémie, l'excès de cholestérol, des personnes qui viennent nous voir par rapport à un déséquilibre au niveau de la pression artérielle. On les a aidés à stabiliser leur taux simplement avec le mode alimentaire, l'hygiène de vie, surtout l'hygiène de vie. Enfin, il est conseillé de ne jamais sauter le petit déjeuner, capital dans la préservation de l'équilibre alimentaire. Le petit déjeuner permet de reconstituer les réserves pour bien démarrer la journée. Manger équilibré, boire beaucoup, faire du sport sont autant de réflexes qu'il faut adopter pour être en bonne santé et le rester surtout. Manger varié et équilibré est vital pour une bonne santé. Toujours au chapitre santé, on s'intéresse à ces séances de guérison un peu spéciales. Le théâtre comme thérapie dans le domaine des maladies neurologiques. L'initiative est de la Direction régionale des affaires sociales de Bouaké. Les personnes internées à l'hôpital psychiatrique Saint-Camille de Bouaké ont suivi ces séances. Les résultats, selon nos reporters, sont satisfaisants. La guérison mentale par le théâtre. Cette thérapie, la Direction régionale des affaires sociales de Bouaké a décidé de l'expérimenter. Cible choisie, les pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Bouaké. Sortis de leur milieu habituel, ces malades mentaux sont soumis à des séances d'éducation et sont invités à jouer des scènes en rapport avec leur maladie. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Bâche, c'est chaise, c'est bâche. Bâche, c'est chaise, c'est bâche. Mais non, c'est pas possible. Eh, Erwan! Je ne te reconnais plus. La vie a changé. Les résultats sont encourageants. 3 mois, on peut avoir des résultats probants. Et cela, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils fassent tout pour que le psychodrame puisse atteindre la psychothérapie. Puisque si le psychodrame n'atteint pas la psychothérapie, c'est qu'on aura échoué. Les pensionnaires se comportent bien et j'en suis heureux. Cette forme de traitement des malades mentaux par le théâtre mérite d'être explorée.
Cela pour une guérison définitive de ces êtres communément appelés fous. En image, le logiciel Crystal expliqué aux responsables de banques de plusieurs pays au cours d'un séminaire. Il s'agit d'une application informatique pour des transactions plus sécurisées. En la matière, l'ambition affichée par les autorités ivoiriennes est claire. Les institutions bancaires doivent s'approprier ce logiciel qui permet également de lutter contre le blanchiment. La Jeune Chambre internationale a organisé sa convention annuelle pour l'édition 2014. C'est la ville d'Abengourou qui a été choisie. Ce rendez-vous a vu l'élection du nouveau président de l'organisation, Douad El Azer. La ville d'Abengourou a été choisie pour abriter la 39e convention annuelle de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire en 2014. Les G6 de toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire ont répondu présents à ce rendez-vous pour faire le bilan du fonctionnement de leur organisation et procéder à l'élection d'un nouveau président pour l'exercice 2015. Nous avions 57 objectifs que nous nous étions assignés. Nous avons pu réussir 93% de ceux-là. Il y a 3,5% qui sont en cours, dont la reconnaissance de la Jeune Chambre comme association d'utilité publique. C'est un objectif que nous n'avons pas pu atteindre en un an, mais nous comptons sur le bureau entrant pour pouvoir continuer cette œuvre. Un événement marqué par la présence de plusieurs invités de marque, avec à l'affiche le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Bruno Koné-Nabagné a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse ivoirienne à se mettre au travail pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une jeunesse responsable, une jeunesse engagée, une jeunesse solidaire, une jeunesse qui fait des efforts. La Jeune Chambre est une belle école par laquelle j'ai eu moi-même le plaisir de passer. J'ai appris l'effort, j'ai appris à diriger d'autres amis. Un dîner gala a été organisé au thème des 3 jours de travaux en commission et Aristide Yao a été élu président pour le mandat 2015. À partir du 21 juillet 2017, la Côte d'Ivoire abritera les Jeux de la francophonie. Et depuis plusieurs mois, l'on s'active à préparer l'événement qui sera à sa 8e édition. Pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs, une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie est en visite à Abidjan. La Côte d'Ivoire se dit prête à accueillir cet événement, d'où la satisfaction du chef de la délégation, Mahaman Lawan. On l'écoute au micro de Grace Kando. Je voudrais saluer particulièrement les efforts qui sont déployés depuis pratiquement 2 ans pour les préparatifs des 8e Jeux. Nous sommes vraiment en phase, comme vous l'avez si bien dit le directeur général. Le chronogramme des Jeux se tient. Aujourd'hui, on vient de nous présenter l'ensemble des commissions spécialisées. Je voudrais dire les experts nationaux qui vont organiser les Jeux, qui sont déjà connus, qui sont désignés, qui vont constituer leurs équipes, qui vont préparer les différents plans opérationnels. Donc, selon le chronogramme, les choses se tiennent. Donc, je dois saluer le travail du comité national avec l'appui de l'ensemble des départements ministériels du district. Les choses se déroulent très bien. Nous sommes à notre 5e mission, nous sommes satisfaits et nous aurons 4 jours en tout cas de travail intense. Et nous disons, au rythme où les choses se déroulent, nous espérons en tout cas avoir des bonnes conditions de travail pour les Jeux de la francophonie. En bref, le Nigeria a connu un week-end émaillé d'attaques meurtrières. Au moins 30 personnes ont été tuées. Une situation qui fait planer le doute sur la réalité d'un accord de cessez-le-feu avec les islamistes de Boko Haram. Les discussions pour libérer les quelques 200 lycéennes enlevées dans la ville de Chibok au mois d'avril se poursuivent au Tchad. Concernant toujours le Nigeria, si le pays n'est pas encore débarrassé de la secte Boko Haram, il vient de se débarrasser par contre du virus d'Ebola. On l'a appris aujourd'hui. Après 6 semaines sans nouveaux cas sur le territoire nigérien, l'OMS déclare l'épidémie éradiquée. Sur le front d'Ebola, enfin une bonne nouvelle, et elle fait la fierté du Nigeria. Ce lundi, le pays a été déclaré Ebola-free. En clair, le voilà officiellement débarrassé de la fièvre hémorragique. 42 jours que plus aucun cas n'y a été détecté. 42 jours, cela signifie 2 fois la période d'incubation
après que le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti des salles d'isolement en ayant été testé négatif. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que Ebola peut être stoppé. Il y a 3 mois, un fonctionnaire libérien, malade, débarque à Lagos. Il meurt dans une clinique privée où il contamine plusieurs personnes. On craint alors le pire dans ce pays aux 170 millions d'habitants. Mais les autorités réagissent très rapidement. Des équipes sont chargées de surveiller toutes les personnes entrées en contact avec des malades. Un travail qui porte ses fruits. Le Nigeria n'enregistre que 20 cas dont 8 décès. Aujourd'hui, il fait figure d'exemple. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Les risques pour nous et les risques pour les autres pays ne peuvent être éliminés que grâce à la mise en place d'un système similaire à celui du Nigeria sous la direction des Nations Unies. Une réussite spectaculaire et une lueur d'espoir pour les pays voisins, et ce, alors que le cap des 4500 morts vient d'être franchi. En bref, pour conclure sur la question d'Ebola, en Espagne, on est passé de l'inquiétude au soulagement. Teresa Romero est rétablie. Cette aide-soignante espagnole était la première personne à avoir contracté le virus d'Ebola hors du continent africain. Difficile consensus au Vatican autour des questions relatives au divorce, à la communion pour tous et à l'homosexualité. Après 2 semaines de discussion, les évêques sont divisés. Le document final ne comporte aucun changement majeur sur ces questions familiales. Des débats passionnés et des chantiers ouverts. Le premier volet du synode sur la famille s'est achevé dimanche au Vatican. Pendant 2 semaines, les évêques ont abordé différentes problématiques. Ils se sont accordés sur plusieurs points, mais l'accueil dans l'Église des divorcés remariés ou des homosexuels n'a pas fait consensus. Certains évêques redoutent que s'ils disent des choses trop clémentes sur les catholiques divorcés et remariés, ceux qui vivent en concubinage ou les homosexuels, les gens se diront « Oh super, peu importe, toutes les unions se valent ». De l'avis de beaucoup de cardinaux, c'est la première fois que les échanges ont été aussi francs et animés entre progressistes et traditionalistes. Pour les prêtres les plus conservateurs, certains sujets comme l'homosexualité ne méritent pas de débat. Le mariage pour les homosexuels est contre nature. Parler de problèmes comme le genre ou tout ça, je ne suis pas d'accord. Beaucoup de familles écartelées entre la doctrine catholique et la réalité de leur quotidien attendent des changements. Il doit y avoir plus de tolérance pour des choses qui existent depuis des siècles et des siècles. Par exemple, les personnes qui se séparent quand elles sont mariées. En concluant cette assemblée des évêques, le pape François, qui prône l'ouverture, a appelé tous les participants à vaincre la peur devant les surprises de Dieu. Dieu n'a pas peur des nouvelles choses. C'est pourquoi sans cesse il nous surprend, ouvre nos cœurs et nous guide de façon inattendue. Il nous renouvelle, il fait de nous des êtres nouveaux constamment. Le pape François a à cœur de réduire le fossé avec ceux qui se sont éloignés de l'Église. Il invite les paroisses du monde entier à débattre de ces sujets avant la prochaine session du synode en octobre 2015. En Indonésie, le nouveau président Joko Widodo a officiellement pris fonction aujourd'hui. À 53 ans, cet ancien homme d'affaires ayant fait fortune dans l'ameublement a été maire puis gouverneur avant d'être élu en juillet dernier face à l'ex-général Prabowo Subianto. C'est le premier président de l'Indonésie sans lien avec le régime de l'ex-dictateur Suharto. Lundi, Joko Widodo a prêté serment devant le Parlement à Jakarta, en présence de nombreux dignitaires étrangers, dont le secrétaire d'État américain John Kerry. Celui que les Indonésiens surnomment Jokowi a promis de lutter contre la corruption et d'améliorer l'accès aux soins et à l'éducation. Une tâche qui s'annonce difficile en période de crise économique et sans majorité au Parlement. Ce rappel avant de clore cette édition, le président de la République Alassane Ouattara de retour ce soir à Abidjan. Le chef de l'État était ce matin à Ouagadougou au Burkina Faso où il a assisté à la cérémonie marquant le 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une célébration qui s'articulait autour du thème l'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.